Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Je sais pas ce qui se passe là, mais la vie va trop vite. On est déjà vendredi tabarouette. Oui, ça passe. Mais vous, là, comme psychiatre, êtes-vous capable de l'expliquer? C'est-tu parce que je vieillis que je ressens ça? Non. Non, ça va pas avec l'âge? Non. Sais-tu qu'est-ce qui fait paraître le temps, le passage du temps plus rapide? Faire des choses qu'on aime. Ah ben là. Sais-tu qu'est-ce qui ralentit l'impression subjective du temps lorsqu'on n'est pas bien et qu'on ne fait pas de choses qu'on aime? OK. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça peut bien passer vite. Alors, tu fais beaucoup de choses que tu aimes. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'est peut-être des gens qui doivent trouver le temps long à qui on va parler. Aujourd'hui, ce qui m'a inspiré, puis je l'expliquais tantôt ici avec Sylvain le matin, moi j'aime ça vous écouter à Trois-Rivières le matin avec l'équipe, Raphaël, Catherine. Donc, pour vous écouter, je m'en vais sur Internet, sur FM 106.9 et .ca, je pense, en tout cas, tant qu'à le plugger, là, je vais le dire comme du monde, là, c'est FM 106.9.ca. Fait que par Internet, puis après ça, quand je vais à Gatineau, je vais sur FM 104.7.ca. Je me promène, moi, j'écoute Cogeco le matin. Et donc, là, je m'en vais sur le site de Trois-Rivières, puis je vois l'histoire d'une dame qui a vaincu pas un, pas deux, pas trois, 4 cancers en 14 mois. Et cette femme-là croque dans la vie. Je suis même allée écouter l'extrait audio. Tu sais, des fois, il te tombe une tomate sur la tête, là, puis oh mon Dieu que la vie... Je dis mon Dieu, en tout cas. La vie semble pas facile. Elle, là, 1, 2, 3, 4... Là, ça m'a amené à vous proposer ce sujet-là. Là, on parle de maladie, on parle de cancer, mais il y a des gens qui se battent présentement. Oh oui. Puis on le sait peut-être même pas, là. Tu sais, il y en a qui vivent, là, des combats intérieurs même. Alors aujourd'hui, on s'adresse à vous. Quel combat êtes-vous en train de faire présentement, là? Pas vous le disant, là. Là, au moment où on se parle, est-ce que vous êtes en train d'essayer de vaincre des démons? Lesquels? Un ou des. Un ou des. Mais souvent, un vient avec l'autre. Bon. Donc? Démons dans différentes sphères. Oui. Alors, ça peut être une mauvaise habitude de vie. Nourriture, alcool, drogue, gambling, etc. Ça peut être une relation toxique. Ça peut être un travail toxique. Ça peut être une carrière toxique, etc. Ça peut être un problème de santé mentale. Dépression. Ça peut. On a déjà reçu un message privé. Oui. Ça commence, regarde là. Mon plus grand démon, c'est d'avoir à vivre avec moi-même. Je suis incapable de savoir ce que je veux, moi, depuis que je suis enfant. J'ai dû ignorer la petite voix intérieure parce que je devais comprendre, ne pas ressentir ce que je ressentais, laisser mes besoins de côté pour les autres, mères, frères, sœurs. Je ne sais pas qui je suis à 41 ans. Quand je fais un choix, je me sens angoissée, je me remets en question, je me sens coupable. J'ai du mal à croire que je suis digne d'être aimée. Parce qu'enfant, je devais continuellement mériter le peu d'attention qu'on m'accordait. Et comme le cactus dont a parlé le doc, je recherchais la moindre goutte d'eau, tout en me sentant coupable d'avoir soif. Aujourd'hui, je dois vivre avec une maladie auto-immune qui me fait vivre beaucoup de douleurs et je me sens encore moins aimable, je me sens inutile. J'aimerais que mes parents reconnaissent ce qu'ils m'ont fait, la violence physique et verbale, s'être déchargés de leur rôle parental sur moi pour mon frère, ma sœur, que ma mère reconnaisse qu'elle était froide et méchante envers moi, car selon eux, mes souvenirs sont erronés. Pouvoir retrouver qui je suis et enfin respirer sans me sentir coupable de vivre. 2 éléments. Écoute, le texte est clair. Je relève 2 éléments. J'attire l'attention sur ma mère était froide et méchante. C'est bien ce que tu viens de dire? Oui. Chers auditeurs, anecdotique ou endémique dans la tribu québécoise? Des mères froides et méchantes? Il y en a 28
où il y en a 400 000? Question que je pose. Mhm. J'ai hâte qu'il y ait des psychologues de l'université, de nos universités, qui étudient le pourcentage chez les Canadiens français de mères froides et méchantes. Et votre deuxième élément. L'autre point que je constate régulièrement en psychanalyse, c'est pour des sujets, des rejetons de mères froides et méchantes, de se faire délégitimer dans leur souffrance, dans leur demande de réparation. C'est incroyable, je vous dis. Comme elle dit, selon eux, mes souvenirs sont erronés. Là. Chers auditeurs, je l'entends, je ne saute pas une semaine sans l'entendre en analyse. Voyons donc, t'exagères. J'étais pas comme ça pantoute. Ces enfants-là seraient tous stupides et sans mémoire. Je te dis que t'es bonne, toi, pour te faire des histoires. Hein? C'est des phrases qu'on entend, hein? Oui. Comment ça, t'entends ça, toi? T'es pas analyste? J'ai des confidences, là. Autrement dit, c'est monnaie courante. Ouais. Les mauvais parents ont l'art, pour la plupart, de délégitimer leurs rejetons carencés dans leur souffrance consécutive. Donc, pour aider cette auditrice qui préfère rester anonyme, et on le comprend et on le respecte, c'est quoi c'est un? Parce qu'il y a beaucoup, là. C'est Madame? un pas à la fois, là. Oui, c'est... non, attendez un peu. Il y a une chose qui est claire. Chers auditeurs, on ne se dirige jamais vers une source tarie pour boire. S'il n'y a pas de maudite goutte d'eau dans la source, restez pas là 28 mois. Changer Vous allez de lac, mourir là. Ouais. de soif. Changer de source. N'allez pas vous abreuver à une source tarie. T'as pas idée le nombre de femmes particulièrement qui vont passer leur vie à espérer jusque sur le lit de mort de la bonne femme qu'elle reconnaisse qu'elle a été une mauvaise mère. T'as pas idée. C'est quoi extrêmement ça? fort. Pendant qu'on est là-dedans, là, mais c'est quoi elles le savent, ces femmes-là, que leur mère n'était pas correcte. Mais Oui. pour elles, de l'entendre de la bouche même de leur mère, ça serait libérateur? Ça serait de confirmer leur senti? Leur... Il y a un espoir d'être légitimé. Il y a un espoir. Parfois, l'espoir peut vous garder en vie. D'autres fois, dans d'autres situations, l'espoir peut vous perdre, peut vous empêcher de vous diriger vers des expériences émotionnelles réparatrices. Je suis le premier à affirmer que l'espoir peut vous perdre. Je ne crois pas que quelqu'un ait déjà dit ça. Tout le monde pense qu'espérer, avoir la foi, espérer, c'est bon, mur à mur pour tous. Bon, c'est là la différence. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Dans certaines circonstances, d'espérer peut être salvateur. Dans certaines autres circonstances, Ouais. espérer intensément peut vous perdre. Hey, moi, je prends ça en note. Quel bon sujet. Je recommence Oui, avec mais mon cahier de sujet. J'étais jamais allé aussi loin dans cette réflexion. Non, j'adore ça. Je là. l'ai jamais vu à nulle part et je ne pense pas que quelqu'un ait prétendu que d'espérer peut vous perdre. Parce que moi, l'espoir, ça m'allume, ça m'alimente, moi. C'est mon carburant. Tu sais, mais c'est pas parce que moi, je suis de même que pour quelqu'un d'autre, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut... Mais ton espoir qui te garde vivante peut te perdre. Espérer qu'une mère indigne... Ouais, c'est pas pareil, là.
Espérer d'une mère indigne une reconnaissance de tort, une réparation. Ouais. Écoute, t'as pas idée au niveau autour des lits de mort. Comme... Ah non, mais gars, on va aller plus loin, puis c'est dans notre sujet d'aujourd'hui, espérer que son conjoint violent arrête d'être violent. Ben là, tu vas finir peut-être tué, là. Tu sais, c'est ça, là. Ça dépend dans quel contexte aussi, là. Excellent exemple. Espérer qu'avec un gambler, vous allez sauver l'entreprise Tu vas familiale. peut-être perdre ta maison. Vous allez peut-être tout perdre. L'entreprise, la maison, vos culottes, Non, votre niveau de vie. On va garder ça pour un autre jour. Je me garde ça. J'adore le sujet. Mais aujourd'hui, Écoute, on en a un bon, là. On pourra l'appeler, on va lui trouver. Puis on brainstorm, là. On réfléchit à deux, c'est pas préparé. Si on l'appelait l'espoir perditif. Oh, mais il n'y a pas personne qui va comprendre. L'espoir Non, perditif. qui- On parle à monsieur, madame, tout le monde, là. Oui, l'espoir avec lequel on va se pendre. Ah, OK. Non, on va... L'espoir de la perdition. L'espoir avec lequel... Vivez-vous d'espoir et d'eau fraîche. Et à quel prix? Hey, est-ce que votre espoir est un nœud coulant autour de votre cou? Hey, non, c'est pas fin, là. Là, on va trop loin. Non, mais on se calme, j'aime ça. Mais là, on revient à aujourd'hui. Oui. OK, ça va être la semaine prochaine. Tu vas voir qu'on n'est pas loin. Aujourd'hui, là, on va aller à la pause. Vous pouvez nous texter. Parce que c'est sûr que si votre démon ou votre combat actuel, c'est d'essayer de prendre une grande respiration puis de quitter votre conjoint, ça vous tentera peut-être pas de nous le dire à la radio. Alors, c'est le moment d'utiliser notre texto au 25226. Comme toujours, on commence l'année qui est entamée, là, mais 2019. La façon de procéder, vous textez 25226, vous indiquez toujours en commençant H ou F pour homme ou femme, pour vous situer, l'âge et votre commentaire. Alors aujourd'hui, on veut savoir quel est le combat que vous vivez actuellement, là, que vous voulez gagner, ou encore quel est le démon que vous tentez de vaincre. Réservez votre circuit téléphonique ou par texto au 252. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je vais vous dire quelque chose, Doc Mayou, si les gens nous téléphonent, ça va vraiment être intéressant parce que déjà par texto, les gens sont vraiment capables de se regarder. Tu sais, c'est parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet raide, là. Tu sais, quel démon, hein? C'est un sujet personnel. Oui. Et c'est un sujet qu'on ne partage pas avec tous. Ben, c'est ça. Alors, lorsqu'un conjoint, une conjointe, un conjoint s'interroge sur la poursuite d'une espérance de relation avec l'autre, souvent, ce n'est pas partagé. C'est intérieur. Oui. C'est garder l'intérieur. Puis, tu sais, tu t'en vas là, prendre une bière avec tes chums. Là. Tu commences pas à parler de tes démons. Là. Mais là, aujourd'hui... Tu peux. Il y en a qui le font. Non, mais en général, là... Et ça peut être gardé relativement personnel, José, Ah oui. chez beaucoup d'adultes. Oui. Alors, déjà par texto, les gens commençaient à nous écrire. OK. Quel combat, là, vous êtes en train là, d'essayer là, de gagner actuellement dans votre vie. Puis c'est très important pour aujourd'hui, on fait l'émission pour ceux qui le vivent maintenant. Ou quel démon essayez-vous de vaincre? Alors, on en a vraiment de toutes sortes. On a ici, je suis une femme, je suis tannée d'être jalouse et envieuse. Je ne veux plus de ça. Ben voyons. Que veut-elle dire? Est-ce qu'elle s'explique? Non. Elle pourrait peut-être nous appeler. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que on peut interpréter, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire. Je suis tannée d'être jalouse et envieuse. De qui? Par rapport à qui? Tu sais, la période des fêtes vient de se terminer. José, le sujet de ce matin, est dans le prolongement de rencontres où il s'est vécu une abondance de conflits, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors là, l'histoire des fêtes, là, tout le monde rit, puis tout le monde, c'est Alléluia, Alléluia, là, oubliez ça, là. Et il y a eu, je sais, ma petite oreille me dit qu'il y a eu pas mal de chicanes dans le temps des fêtes. Il y a eu pas mal de conflits. Il y a eu des chics de gomme qui se sont ravalés. Il y a actuellement des remises en question. Lorsque je parle de relations toxiques, là, c'est intrafamilial élargi. Oui. Mais c'est pas toujours facile, hein?
Tu sais, ceux qui n'écoutent pas votre émission, là, l'émission depuis de nombreux... Moi, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Moi, j'étais dans mon auto, je vais toujours m'en rappeler, là, puis j'étais jeune, là. Ça fait longtemps que vous faites de la radio, puis vous étiez à Montréal, puis vous disiez ça. Vous n'êtes pas obligé d'aimer votre sœur. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ces parquets. Vous aviez dit ça, je pense que c'était avec Janine. En tout cas, moi, je me disais, voyons donc, la famille, il faut tout faire pour que ça marche, la famille. Tu sais, moi, dans ma... Sérieux? Ben oui, dans ma mentalité, puis moi, en passant, j'ai une belle famille, là. C'est pas que ça me remet en question, mais je vous trouvais riade, là. Puis là, hey, je peux-tu vous dire que depuis que là, je fais l'émission avec vous, que je comprends très bien votre propos? Ben, ça dépend de la sœur en question. On ne peut pas aimer quelqu'un qui nous détruit, quelqu'un qui nous nuit, quelqu'un qui nous enfarge. On peut pas, c'est dangereux. Prends soin de ta peau. Sauve ta peau. Écoute, il n'y a rien comme voyager en avion. Ils n'arrêtent pas de nous le répéter. Je suis allé en France dans le temps des fêtes. Ils nous le disent, puis ils insistent avec des images maintenant. Ouais. S'il y a une dépressurisation de l'avion, les masques à oxygène vont tomber. Installez d'abord le vôtre avant d'installer celui de votre enfant. En plein ça. Ils nous le montrent, là. La mère, elle installe son masque à oxygène, elle tire sur l'élastique, puis lorsqu'il est bien en place, là, elle prend l'autre, puis elle le met sur la bouche, le nez de son enfant, et là, elle ajuste le masque. L'image est Sauvez tellement votre bonne. peau là. d'abord. C'est ça. Mais de toute façon, si vous ne vous sauvez pas, vous ne pourrez pas aider les autres. En partant, là. C'est logique. C'est contraire à tout l'enseignement judéo-chrétien. Donne ta peau pour l'autre. Tu l'auras plus, ta peau. Maudit que c'était innocent. Ah, les petits vieux qui sont à l'écoute, là, ça va vous choquer. Maudit, vous avez donc bien été nono d'embarquer là-dedans. Sauve ta peau d'abord et ensuite tu pourras aider les autres. Tu te ruines financièrement, tu donnes tout ce que tu n'auras plus de maudite scène. Mais c'était quoi ces idées de cabochon-là? On poursuit. Encore là, c'est une grande phrase qui dit pas grand-chose, malheureusement. Là, je vais parler à votre place. Donc, ça nous prendrait plus de détails. Okay. Mon combat est de devenir mon meilleur ami et non mon pire ennemi. OK, mais ça nous prend plus de détails, là. Ouais, ça ne dit strictement rien. Ça, c'est des clichés modernes. Mon meilleur ami, boy. Devenir le meilleur ami de soi-même. Vous savez, chers auditeurs, de se splitter en deux, là, intérieurement, c'est pas l'idée du siècle. J'aime autant vous le dire à titre d'analyste. Ouais. C'est pas l'idée du siècle. OK? Affectueusement dit. On va aller au téléphone, mais juste avant. Homme 35 ans. Quand je m'emmerde, je bois pour combler l'ennui. Il y a un pas de fait, là. Il sait au moins pourquoi il boit, là. C'est quand il s'ennuie. José, oui, mais c'est délicat. C'est délicat parce que tous les alcooliques savent, tous ceux qui abusent de boisson, savent que toutes les raisons sont bonnes pour boire. Ah, OK. Quand il va être content, il va boire autant. Quand il va être occupé avec ses chums, vu qu'il a beaucoup travaillé, il va boire. José, je connais la sauce. On va parler avec Dan de Québec. Bonjour, Dan. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Félicitations pour votre émission. Je vous écoute souvent, en passant. Merci. Moi, c'est ça. Vous parliez des... m'entendez-vous bien? Oui. Oui. OK. Vous parliez des démons, là. Qu'est-ce qu'on a? Moi, ça fait plusieurs années, là, j'ai eu un accident, puis je dirais pas trop de détails pour pas me faire reconnaître, là, mais j'ai fait un accident de la route, puis j'ai dû prendre de la morphine, là, de l'hydromorphe contine. Puis, là, 3-4 ans peut-être, là, j'ai su qu'on pouvait sniffer ça. Puis là, j'ai commencé à sniffer ça. Puis, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai plus beaucoup de douleur. Je pourrais beaucoup diminuer. Mais on dirait que quand je prends pas mes 2-3 doses dans la journée, j'ai pas le goût de vivre pantoute. Et ça me prend vraiment ça. Sinon, je tombe quasiment en dépression. Et je suis tanné de ça. J'aurais bien ça arrêter ça, mais je viens que j'ai le cafard, puis
j'essaye de comprendre, puis essayer souvent d'arrêter, puis ça marche pas. Vous savez, Dan, vous êtes un exemple parmi ces centaines de mille où l'importance d'être bien accompagné par un médecin qui connaît bien tous les phénomènes douloureux et les traitements possibles. Deuxièmement, s'ajoute un joueur nouveau qui s'appelle le cannabis. J'en fais pas la promotion, mais soyez assurés qu'il y a des recherches qui sont en branle actuellement pour déterminer jusqu'à quel point le cannabis peut être aussi, sinon plus efficace que beaucoup d'hydromorphes comptables. Ben justement, je suis content de vous l'entendre dire parce que c'était une question que j'avais là. Je sais pas si je pourrais switcher là, puis le prendre. Je sais que ça, il y en a qu'on peut prendre là, oralement là, prescrit toujours là. Mm-hmm. Mais tu sais, ça va-tu être encore une autre histoire? Va-tu falloir que j'en prenne tout le temps? Va-tu être buzzé? Non, Dan. Depuis un certain nombre d'années, et j'ai eu plusieurs patients, j'ignore votre cas. Puis je vous fais pas de recommandations. Je m'adresse au public. OK, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de douleurs de lombago, de douleurs dorsales et d'accidents de la route avec douleurs chroniques qui ont été soulagées plus efficacement par du cannabidiol, c'est-à-dire du cannabis à teneur élevée en cannabidiol. Oui, le cannabinoïde, là, oui. Ouais. Oui, non, pas cannabinoïde. Cannabidiol et THC sont deux cannabinoïdes. Il y en a beaucoup, il y en a une quarantaine de cannabinoïdes par plant de pot. Mais les deux principaux, c'est le THC qui donne de l'euphorie et le cannabidiol qui a plutôt une teneur sédative et analgésique. Alors là, dans le milieu, on est en train d'étudier ça, mais j'ai plusieurs patients qui m'ont consulté, qui par eux-mêmes se sont soulagés et sont devenus beaucoup plus fonctionnels avec du chanvre, du cannabis médicinal qu'avec des opiacés, comme la morphine. Alors, il y a de l'espoir pour vous. Et là, c'est un espoir réaliste. Essayez, parlez-en à votre médecin de famille. Oui. J'ai déjà essayé ce que vous dites, là, une capsule de quelqu'un qui en avait, là, c'était du Nabilone, je pense. Ça se peut-tu? Non, pas le Nabilone. Teva Nabilone? Je me souviens pas du nom. En tout cas, oui. En tout cas, j'avais essayé ça, puis ça m'a fait comme moi, je consomme plus, là. Ça fait des années là, que je consomme plus, mais à part là, l'hydromorphe, là. Oui. Mais quand j'étais plus jeune, je fumais du pot puis du hache, puis... Mais là, c'est ça, ça m'a fait pareil comme quand que j'étais plus jeune, là, j'étais gelé bien dur, là. Je veux pas être de même, là. Oui. On va se quitter là-dessus, Dan. Parlez-en à votre médecin et les connaissances scientifiques vont suivre l'actualité. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'il va y avoir des études là-dessus, et parlez-en à votre médecin qui, j'espère, se tient à date concernant les vertus du chanvre, du cannabis. OK? Merci, OK, merci beaucoup. Parce que le cannabis, c'est pas juste un démon, là. D'ailleurs, comme l'opium. L'opium, c'est une méchante cochonnerie. La guerre de l'opium en Chine, que les Britanniques avaient introduit, ça a été une méchante catastrophe pour les Chinois. C'est pas pour rien que, pour eux, peine de mort pour les trafiquants de drogue. Hein. Alors, ça a déjà été, ça les a traumatisés sur le plan collectif. On va aller à la pause, mais juste avant, puisqu'on était dans la drogue, là, on a homme 24 ans, il dit « Je suis présentement en train de mener un combat acharné contre mon addiction à la cocaïne. Je suis maintenant à 1 mois sans consommation et j'ai une grande angoisse lorsque j'y pense par peur de recommencer. Je sais qu'avec le temps, je vais me sentir de mieux en mieux, mais il s'agit probablement de l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à traverser. » Définitivement, cher auditeur, et j'ai un patient qui me confiait encore mardi, que
il a lutté contre la tendance à reprendre de la cocaïne pendant 1 an. Après 1 an, il a été pas mal libéré. Alors, ça peut durer. La dépendance psychologique à la poudre est forte, José. Pas pour tout le monde. Mais cette semaine, un patient me confiait qu'il était aux prises avec ce maudit démon-là 1 an de temps. Après ça, ça s'est calmé. C'est encourageant. Alors, lâchez pas. Oui. Lâchez pas. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Quel est votre plus grand combat actuel? Quel démon êtes-vous en train d'essayer de vaincre? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de vos démons. Alors, quel démon, ça peut être au pluriel aussi, êtes-vous en train de tenter de vaincre? Vous êtes dans le processus, là, vous le savez, vous voulez vaincre ce démon-là, ou quel combat vous menez actuellement? Par texto, 25226, ou au téléphone également, vous êtes les bienvenus. Ça texte beaucoup. Ça, j'aimerais vous remercier d'ailleurs. Et on en a vraiment de tout genre, là. Il y a beaucoup de problèmes de consommation de drogue. Oh oui, beaucoup de drogue. Et est-ce que tu as beaucoup de poids? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai une, entre autres. Il faut que je le retrouve. C'est parce que moi, j'ai tout le temps peur de me faire reprocher de plugger mes affaires. Non. Regarde, les habitudes de vie, c'est suralimentation, drogue, alcool, gambling. Suralimentation... C'est parce qu'en plus, la madame qui écrit, je me reconnais tellement dans ce qu'elle a. C'est pour ça que, tu sais, elle dit, là... Attends, c'est celle-là parce qu'il y en a quelques-unes. José, on va faire une mise au point. Ça vient pas de toi, ça vient pas de moi, c'est pas pour plugger ton histoire. Ce matin, dans le Journal de Montréal, probablement dans le Journal de Québec, il y a un médecin qui dit que par une alimentation saine, on peut vaincre le diabète. Oui. C'est pas dans tous les cas. Dans mon expérience personnelle, depuis 15 ans, plusieurs de mes patients, suite à ma fameuse diète, fini les 3 P puis les desserts sucrés et le sucre, qui ne sont plus diabétiques. Je suis psychiatre. Ouais. Je suis pas médecin de famille. Mais moi, j'aime pas ça comme mes patients en psychiatrie, en plus, soient diabétiques. Ouais. Puis lui, Jason Fung, c'est un néphrologue torontois qui a écrit le livre Code obésité. Moi, je trouve être comme mon mentor dans l'alimentation cétogène et le jeûne, là. Puis c'est ça, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Il y a un article dans le Journal de Montréal où il en parle justement de ça. Mais je vais le dire. Bon, là, la porte est ouverte. Je vais lire le courriel de la madame de 42 ans. Parce que je me reconnais là-dedans. Deux femmes sur 3 en haut de 40 ans sont en surpoids. Et quand je dis surpoids, là, c'est pas 10 livres. Non, c'est ça. OK? C'est de 20 à 80 livres. Et elle dit, mon combat, c'est mon poids. Oui. J'ai un surplus de poids énorme qui m'empêche d'être qui je veux. Elle dit, je vous jure que c'est un combat. Car je perds, je gagne, je perds. Et je sais très bien que ce combat, qui peut paraître un combat physique, ne l'est pas, c'est psychologique. Et c'est le plus dur combat de ma vie. J'ai 42 ans. J'avais réussi à revenir à un poids presque santé il y a 15 ans, ça allait. J'étais presque rendue au fil d'arrivée. Ma mère est décédée. Et depuis, je n'ai fait qu'empirer et maintenant, mon combat, c'est devenu celui de ma santé. Je ne finirai pas trouver le bon angle, je vais le gagner, ce combat. Ben moi, j'ai vécu exactement ça. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Weight Watcher, Mince Vie, j'ai suivi des régimes, j'ai perdu. J'ai fait le défi Pierre Lavoie 2 fois. Là. Fallait que je m'entraîne. Là. 130 km de vélo. Là. 2 fois. Là. Puis là, pour faire le 130, il faut que tu t'entraînes des 60 chaque fin de semaine puis dans la semaine. Là. Tout ça pour dire que j'étais vraiment top shape. Ma mère est décédée. Commencé à animer avec vous, tout en même temps. Non, mais pour vrai, c'était quelque chose, là, tout ça en même temps. Je savais pas, moi, que vous alliez être fait de même. J'entendais toutes sortes d'affaires concernant. Là, je me disais, ma carrière, va-tu prendre sacré le camp? En tout cas. Fait que, finalement, l'histoire est belle, là. Mais finalement, j'ai engraissé de 50 livres, moi, c'est au décès de ma mère. Et c'est là ma plug que le monde va dire, là. Mais là, la porte est grande ouverte, c'est sûr, je plonge dedans. C'est là que j'ai découvert le keto, l'alimentation cétogène. Et là, depuis ce temps-là, je suis rendue à 58 livres de perdu. En 1 an, là, que j'ai tout perdu ça. Puis il y en a qui ont perdu, je pense à Marie qui a perdu 90 livres. Je pense à Marie-Pierre qui a perdu 104 livres en 1 an.
Fait que, madame, là, je vous le dis, il y a de l'espoir. Et voilà ça, ma c'est- blog, academieduketo.com. Vous allez avoir toute l'info. Bon. José, hier, tu te souviens l'appel de Nathalie? Qui nous a parlé de sa patronne? Ça t'a- Oui, ça ben t'a- oui, ben oui, ben oui. Ça t'a surpris et prise de cours? Oui. Hein? Patronne, 40 ans, 4 pieds 8 pouces, 200 livres. Ce qui m'a pris de court, c'est le commentaire que vous avez fait. Parce qu'elle avait dit à Nathalie, ça doit pas être facile de te regarder dans le miroir tous les jours, hein? Alors qu'elle, elle pesait 140, 5 et 5, je pense, quelque chose de mémoire, là. 4 pieds 8. Non, mais l'autre, Nathalie, là. Ah oui, oui. Et l'autre pesait 5 pieds 5 pouces, 140. Bon. Fait que, là, vous défendiez quasiment la 5 et 4, 200 livres de parler de même à Nathalie, là. Parce qu'elle faisait confiance. La 4 pieds 8. C'est La 4 ça. pieds 8, 200. Fait que vous disiez, elle fait confiance à Nathalie de s'exprimer comme ça, tabarnouche. Ça vous fait rire. Alors, il y a de l'espoir. Alors, il y a beaucoup de personnes, et à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes qui ont été diagnostiquées diabétiques Oui. et qui prennent des hypoglycémies en roue. La vaste majorité d'entre vous, si vous changez de régime de façon dramatique, de façon drastique, vous risquez la chance, le bonheur de ne plus être diabétique. En tout cas. Oui. Alors ça, c'est un espoir légitime. Oui. Alors, femme, 42 ans, écrivez-moi, on va m'occuper de vous, moi. Alors, on va aller au téléphone parler à Thetford Mines, à Gaston qui nous appelle de Thetford Mines. Bonjour, Gaston. Bonjour. Moi, je vais vous conter un petit peu mon histoire. Je dépasse un peu la soixantaine. Et puis, depuis quelques années, j'ai été diagnostiqué, avant ça, il appelait ça PMD, là, trouble de la personnalité atypique. Et puis, j'ai vécu jusqu'à 50, proche de la soixantaine avec ça sans le savoir. Et puis, ça a été réellement un fardeau. Un très gros fardeau. Je me rappelle de mon enfance jusqu'à quelques années. J'ai fait pourtant deux épisodes psychotiques avec hospitalisation en psychiatrie dans mes 30 ans. Ils n'ont jamais sorti de diagnostic ni rien. Ce qu'ils m'ont diagnostiqué, c'est un de mes enfants qui m'a venu me voir, puis elle m'a parlé, puis elle dit, Père, elle dit, tu sais, ils m'ont donné un diagnostic, trouble de personnalité, puis ils m'ont donné une médication, puis elle dit, je me sens pas mal mieux. Là, elle me parlait, puis là, j'ai dit, puis là, j'ai été voir mon médecin de famille qui m'a référé, et puis ils m'ont mis à kétiapine. Ils ont dit, commence à tel niveau, puis quand tu seras bien, t'arrêteras là. Tout ça, ça a changé ma vie dans plusieurs sens. Ça n'a pas enlevé complètement les downs, mais ça a uniformisé beaucoup les montées, là. C'est que je fais moins de conneries, puis socialement, ça s'est amélioré, parce qu'avant ça, socialement, là, c'était l'enfer. C'était quoi, connerie? Qu'est-ce que vous voulez dire par connerie? C'est-à-dire que quand j'étais dans le high, je pouvais faire des dépenses inconsidérées. Je pouvais me prendre pour Superman quand j'étais en groupe, puis dire capable de régler ça, puis tata. Puis là, je me retrouvais dans le down plus tard, puis là, je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est fait, le monde me trouvait bizarre un peu. J'étais beaucoup isolé, puis j'étais très en colère contre ça, puis j'ai tout le temps forcé les choses. Et puis, Est-ce que vous preniez de la boisson? Aviez-vous un problème d'alcool? Oui. J'ai commencé, moi, j'avais jamais bu, moi. Puis à 18 ans, quand j'ai commencé mon cégep, la première journée, je me suis saoulé à vomir en avant du centre d'info qu'on était. Puis ensuite, j'ai tout le temps continué à boire, mais de façon compulsive, ou 3 semaines à peu près. Je prenais une brosse épouvantable. Ça a duré ça 20 ans. J'ai fait du OA suite à ça, puis des affaires. Là, maintenant, je ne consomme plus d'alcool. Depuis quand? Depuis combien d'années? Je consomme de l'alcool, mais socialement, j'ai aucun problème avec ça. Ça doit faire une 12aine d'années que je consomme plus d'alcool. Je peux prendre une bière à l'occasion, mais je prends jamais d'alcool seul. Puis ça, c'est réglé pas mal, ce problème-là. Mais pourquoi vous exposez à prendre une bière? Je ne sais pas. Si j'étais votre psychiatre, là, oui, je vous dirais carrément que vous n'êtes pas faite pour l'alcool. J'y ai pensé souvent, Doc. J'y ai pensé souvent. Gaston, une, c'est dangereux pour vous.
Bon, je l'ai su, Nao, ils m'ont tout le temps dit, c'est pas la dernière qui est dangereuse, c'est la première. Ouais, je pense que je vais suivre votre conseil, je vais me remettre à aller dans Nao, puis ça fait... Oui, sobriété totale. On peut pas, à 60 ans, prendre ce risque-là, avec le peu que vous nous avez dit. Je pourrais vous en compter longtemps. Non, Gaston, c'est niet. Niet. Alors, je vais suivre votre conseil. J'espérais que vous me diriez ça aussi. Bye, Gaston. Merci beaucoup, Gaston. Salut, bye. Je commence à être connu, tu sais, puis le monde qui a un bon jugement, tu vois, il joue avec son démon. Ouais, socialement, depuis 12 ans, une bière. José, c'est 0. C'est pas une. Mais il y avait besoin de se le faire dire. Oui. Par vous. Hein, c'est... Ben oui, écoute, et j'ai une grosse expérience. J'ai une grosse expérience de très longue date dans les problèmes d'alcool. Parce que j'ai été 3 ans psychiatre à Halifax, dans les Forces armées canadiennes. Tous les problèmes d'abus de boisson, à tous les degrés, allant jusqu'à l'encéphalopathie, c'est moi qui les avais. Alors, tous les militaires de l'Est du Canada, des provinces maritimes, s'ils avaient un problème de boisson, débarquaient dans mon bureau. Et j'en ai vu pendant 3 ans, j'avais 6 lits. 6 lits. 6 lits d'hospitalisation pour ceux qui avaient des problèmes de boisson avancés. Un problème de boisson avancé, là, c'est que mon patient était assis sur le bord du lit. Il avait l'allumette dans la bouche, puis il essayait d'utiliser la cigarette pour allumer son allumette. OK? Cas vrai. Mais on va en police militaire qui m'appelle, puis il me rappelle, ils me disent Joe est dans sa maison mobile, puis il est en train de tirer de la 3006. Joe avait un problème même extrêmement sévère d'alcool. Non. Puis là, la police militaire voulait que j'aille le sortir de là. Hey, j'ai dit, s'il vous plaît, vous le sortez de là, vous me l'amenez à l'hôpital et je suis là. Là, c'est à vous mettre dans une situation dangereuse, là, premièrement. En tout cas. Mais pendant qu'on parle d'alcool, parce que parmi nos auditeurs, il y en a plusieurs qui ont ce démon-là. OK? Puis vu que vous avez cette expérience-là, y a-tu une... Tu sais, oui, c'est facile de dire, arrête d'en prendre, tu sais, mais ça marche pas comme ça. Y a-tu une démarche à faire d'introspection, tout d'abord, là, pour ceux qui veulent arrêter de consommer de l'alcool, là? Non, c'est plus ça. Les alcooliques anonymes sont le moyen le plus efficace pour contrer les problèmes d'alcool. Ce n'est pas l'introspection. C'est l'effet de groupe, de s'encourager, de s'entraider, de se motiver, puis d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que nous, puis qui comprend. Même chose. Toxicomanie, alcoolisme, les drogues anonymes, alcooliques anonymes sont le moyen d'intervention de loin le plus efficace pour aider à la sobriété. Et ça vient d'un analyste. Je sais, comme analyste, être humble et reconnaître les limites de l'introspection. Puis les gens qui prennent beaucoup d'alcool... Pas grand monde qui va dire ce que je viens de dire. Non, mais y a-tu un point commun? Y a-tu une source à ça qui... Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable, elle, d'arrêter après 2 bières, puis que l'autre d'à côté, elle en prend une, c'est fini, elle passe à travers la caisse? Cerveau et foie. On n'a pas le même foie, on n'a pas la même génétique, et on n'a pas les mêmes cerveaux. OK. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Je vois que ça sonne. Vous pouvez également nous texter en n'oubliant pas d'indiquer votre genre, votre âge et quel démon vous êtes en train de vaincre ou quel combat vous menez actuellement. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quel démon êtes-vous en train de vaincre? Dans quel combat vous êtes actuellement? Donc, on a ici femme 41 ans. Oui. Mon combat, prendre ma place dans mon couple, faire mes activités, garder ma position dans l'éducation des enfants. Il finit toujours par y avoir plein de demandes ou de problèmes qui fait en soi que j'ai peu de temps pour moi et même mon cerveau pense plus à moi et même mes rêves.
de plus en plus d'hommes, de jeunes hommes, de nouveaux pères, entrent en compétition ouverte avec les mères de leurs enfants. Ouais. Et, à cause en partie de la testostérone, vont se montrer beaucoup plus agressifs, convaincants, voire même intimidants dans la relation conjugale, pour la place qu'ils ont décidé d'occuper auprès des enfants, tassant ainsi la mère de leurs enfants au détriment de ces derniers. Puis, c'est pas une belle tendance. il y a une façon aussi de dénigrer, hein, pour que la femme laisse plus de place à l'homme parce qu'elle ne se sent plus adéquate. Ouais. C'est pas beau, ça. Je vais juste, avant d'aller au téléphone, femme de 36 ans, moi, mon démon, c'est la belle famille, plus la belle-mère. Quand je sais qu'on va chez eux, je fais de l'insomnie, je ne mange plus, je suis pas du monde côté caractère. La belle-mère est tellement déplaisante, toujours plusieurs commentaires déplacés. J'en ai parlé à mon conjoint, il m'a tout simplement dit de l'ignorer, mais j'en suis incapable. La veille de Noël, on allait réveillonner et j'ai passé ma journée au bord des larmes. Elle est tout simplement l'enfer. Pas rare au Québec, José. Merci. Merci de le dire. Alors, c'est un problème. C'est un problème majeur. C'est un problème qui, je crois, a augmenté avec la diminution du nombre d'enfants par famille. Tu sais, la belle-mère, là, c'est son fils unique. Tu me suis? Oui. Elle l'aime. Elle l'aime. Mais là, c'est parce que ça continue de même. Son Elle a fils vu un gars unique, puis une fille, il va puis perdre son sa gars. blonde, là. Il est mieux de se réveiller, là. Pas nécessairement. Il y a beaucoup d'hommes, de jeunes hommes, qui vont préférer perdre leur blonde plutôt que de s'aliéner l'amour inconditionnel de leur mère. Ça va loin, José. On est là. Et c'est pas 3-4 cas au Québec, là. Ouais. Donc, on va aller en Beauce. On va parler avec Héloïse. Bonjour. Oui, bonjour. OK. Moi, j'appelle, en fait, depuis que j'étais petite, j'aime pas me retrouver un peu dans le monde. Mais il me semble que depuis 2-3 ans, ça a commencé à empirer. À Noël, on a eu un party. On était quand même toute une bonne famille. Ça faisait 2 heures à peu près qu'on était là. J'étais obligée de sortir, de m'en aller dans mon auto, puis j'étais plus capable de sortir de là. Là, je commence à m'en rendre compte. Je vais dans un restaurant, aussitôt qu'il y a trop de monde, il faut que je sorte de là. Mon combat, c'est essayer d'expliquer au monde avec qui que je suis que c'est désagréable et ils ne comprennent pas. Puis même moi non plus, je ne comprends pas ça vient d'où. Puis comment que je peux contrôler ça. Bon. Avant de contrôler, on va essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en groupe? Je me sens pris. Je me sens confinée. On dirait que je suis assis à ma place puis j'ai l'impression que les gens sont sur moi. J'étouffe. On dirait que j'ai besoin d'avoir une bulle là, alentour. Là. Les gens sont sur vous? C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que je vais avoir mon copain à côté de moi. S'il est trop proche, il faut que je le tasse. On dirait que j'ai besoin d'avoir un cercle qu'il n'y a pas personne qui rentre dedans. OK. Quel âge avez-vous, Héloïse? 40 ans. 40 ans. Ça fait longtemps que c'est comme ça ou si c'est nouveau? Depuis 2-3 ans? Oui, mais en partant depuis que je suis petite, j'ai jamais aimé être dans le monde, en partant. Mais vraiment, là, vraiment empiré, là, depuis, je dirais, un bon 2 ans, là, c'est vraiment terrible, là. Est-ce qu'il vous arrive, lorsqu'il y a des personnes, lorsque vous allez en quelque part dans des endroits publics, lorsqu'il y a des personnes qui parlent entre elles ou qui rient, est-ce que ça vous arrive d'être dérangé par ça? Non. Non. Les paroles ne me dérangent pas. On dirait que si les gens m'approchent... Attendez un peu. Lorsqu'il y a des personnes qui parlent entre elles ou qui rient, 2-3 personnes là, qui parlent entre elles. Non, pas du tout. Ça vous dérange pas? Non. OK. On continue. Allez-y. OK. Alors, vous vous sentez prise, confinée, et c'est croissant. Oui. Est-ce que vous pouvez retracer
la première fois vous avez ressenti ce malaise-là, d'être prise, d'être confinée, lorsqu'il y avait plusieurs personnes autour de vous? Ah, ça a commencé tout petit, je dirais, là, ça a fait avoir commencé à l'école, là. Aussitôt, quand je vous dis, parce que quand j'étais jeune, je m'en rendais plus ou moins compte. Le monde disait que j'étais sauvage. Je me disais, je suis sauvage. J'aime pas me retrouver dans le monde. Mais on dirait que là, avec les années, Comment vous expliquez... Oui, c'est le début. On va remonter au début. Comment vous expliquez qu'à l'école, vous vous sentiez prise et confinée? J'étais enfant, c'est assez dur à expliquer. Là. Je peux pas... C'est dur de répondre à votre question des trucs comme ça. Là. Héloïse, vous avez vécu votre vie, vous avez 40 ans. Oui. Alors, ça commencerait à être temps qu'on fasse un retour sur le passé et qu'on essaie de le comprendre. En quelle honneur que vous vous sentiez prise, confinée à l'école, alors que vous aviez 6, 7, 8 ans? C'est pas le jugement des autres, parce que je me suis toujours foutu du jugement des autres, là. Mais c'est, quand je vous dis, j'ai beaucoup de la misère à répondre à cette question-là. On dirait qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas revenir là, puis en même temps, il me semble dans ma tête, j'ai rien vécu de dangereux. Vous êtes, Héloïse, vous êtes transparente, vous êtes candide. L'inconscient, c'est ça. Il y a une résistance à revenir aux éléments clés. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Les premières journées d'école, puis avant, comment ça s'est passé? Le début de l'école, la première journée. J'ai aucun souvenir de mes premières journées d'école. Pourquoi? Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question-là. J'ai aucun souvenir de mon enfance. Êtes-vous mère d'enfant? Non. Non. OK. Vous avez aucun souvenir de votre enfant? Non. Okay. Là, je me dis, j'en ai parlé avec... De quoi ça avait l'air? De quoi ça avait l'air dans la chaumière, là, lorsque vous aviez 4, 5, 6 ans? Ah, dans la chaumière, depuis que j'étais petite, que je me fais dire que je suis sauvage, que j'aime pas les câlins, puis il faut pas que personne ne touche. Que je me fais dire depuis que j'étais petite, là. Qui c'est qui vous reprochait de ne pas être câlineuse? Ma mère et ma soeur, qui sont deux personnes extrêmement affectueuses. Y avait-il quelqu'un d'autre qui vous reprochait de ne pas être câlineuse? Mon frère, mais mon frère, en étant un gars, il comprenait. Mais c'est pas qu'il comprenait, c'est comme... Quelle différence d'âge, votre frère? Mon frère, j'ai 11 ans. Mon frère est 11 ans plus vieux que moi. En quel honneur qu'il avait tellement envie de vous câliner, lui, le scogriffe? Essayer, peut-être, mais pas vraiment câliner, mais plus prendre ma défense envers ma mère, admettons, parce que mon père, il était jamais là. Mais essayer de prendre la défense, admettons, le silence, sa personnalité, il faut essayer de comprendre comment elle est. Ça, c'était la parole de mon frère. Ma mère qui pleurait parce qu'elle n'était pas capable de m'approcher. Attendez un peu. Oui? Votre frère, là, c'est quoi ça? Il avait envie de vous câliner? Pas câliner, mais protéger. Oh, ouais. Hey, tantôt, vous avez dit câliner, hein? Oui, protéger. Si vous avez commencé De quoi vous aviez l'air, vous, comme vous étiez toute jeune? J'avais l'air d'une petite rincée, là. C'était 80 livres mouillés, là. Physiquement, c'était 90 livres mouillés. C'est vraiment une shape de brinzée, là. Une shape de? Une petite shape, toute délicate, toute mince, avec une mère et une sœur quand même assez bien importante. Avec une petite mince avec deux grosses? Oui, si on veut. J'aurais pas dit ça dans ce terme-là, là, mais oui. Mais oui, mais dans quel terme? Utilisez d'autres termes. Moi, j'ai utilisé, je vous ai écouté, j'ai dit une petite mince avec deux grosses. Vous dites non, j'aurais pas dit ça dans ces termes-là. Dans quel terme vous l'auriez dit? Surplus de poids, peut-être. Pardon? Surplus de poids, peut-être. Oui, qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation? Une petite mince avec deux grosses? La jalousie, peut-être? Non, jalousie. José, ça se peut pas. Voyons. Une mère et une sœur grosses qui sont jalouses de la petite. Et je note qu'Héloïse l'a dit du bout des lèvres en plus. Comment? Je note qu'Héloïse l'a dit du bout des lèvres en plus. Jalousie, oui, peut-être? Puis le frère qui avait 11 ans de plus, là, il avait-tu envie de la câliner, la petite poupée? Oui, mais puis le bonhomme, lui,
Si vous aviez été câlineuse avec votre père, il serait arrivé quoi? J'ai jamais été câlineuse avec mon père, mais j'ai passé la majorité de mon enfance avec mon père. Même si mes parents étaient... Tout à l'heure, il était jamais là. Bon, là, ouais. José, je suis perdu. Ouais. OK. Mon père était là physiquement, dans la maison. Il travaillait mécanicien machinerie lourde. Il partait de l'école en pleine nuit. Après ça, il arrivait à 5 heures à la maison. Il y avait 2-3 pelles dans le cours parce que mes parents étaient dans l'excavation. Puis, quand j'étais petite, j'étais toujours assis dans les pelles avec mon père. Même si mon père était pas là, il travaillait la fin de semaine, je partais avec lui. Héloïse, avez-vous réalisé que vous nous avez nés en bateau? Vous avez mentionné il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes que votre père n'était jamais là. Est-ce que j'ai entendu la même chose, José? Oui, mais il y a une différence entre être là et s'occuper de sa famille et être physiquement là, mais être dehors à travailler sur l'équipement au lieu d'être dans la maison et s'occuper de sa famille. Ouais. Moi, c'est pour ça que Héloïse, mon père était pas là. Vous étiez où quand vous étiez jeune? Dehors avec mon père ou à l'école. J'étais jamais dans la maison avec ma mère et ma soeur. Dehors avec votre père chez Épelle Mécanique. Oui. Puis là, vous allez venir nous faire coller la salade que vous étiez pas câlineuse. Puis vous êtes assis sur le siège avec le bonhomme. Oui, mais j'avais pas de contact physique. Il était à côté, moi je faisais mes choses, on n'était pas ensemble. J'arrive pas à voir le lien entre ça avec ce que je vis aujourd'hui, la panique devant le monde. Hey, Héloïse, votre père, la petite grosse, votre sœur, est-ce qu'il l'amenait chez Épelle Mécanique? Non. José, je m'arrête, je commence à avoir le feu au derrière. On va aller à la pause. Héloïse, avez-vous compris quelque chose? Oui, mais c'est qui que je peux voir qui pourrait m'aider? Allez réécouter ce que vous venez de dire. Pourquoi le bonhomme amenait sa petite poupée avec lui dans l'Épelle Mécanique, puis la petite grosse, il la laissé à la maison? OK? Bye, Héloïse. Okay. Bye, Héloïse. Ouais. Hey, comment ça fait que ça me pompe? Ben là, faudrait vous passer en psychanalyse. Pourquoi ça vient vous chercher comme ça, Doc Mayou? Je n'en reviens pas comme des adultes, 40 ans, peuvent se mentir à eux-mêmes effrontément. Mon père n'était jamais là, à passer tout son temps d'un pelle avec lui. Quand elle était à l'école, là, elle rêvait juste d'aller avec son père dans les pelles mécaniques. Ouais, je pense qu'Héloïse, elle va... Il l'amène, elle, puis la petite grosse, il l'amène pas. Ouais. Pourquoi? Ouais. On va aller à la pause, Doc, là-dessus. Réservez votre circuit téléphonique, texto. Quel est le démon que vous êtes en train de vaincre actuellement? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quel est le démon que vous êtes en train de vaincre présentement? Quel est le combat que vous voulez mener à terme, que vous voulez gagner? Et là, j'insiste, et je suis désolée pour ceux qui appellent, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça nous téléphoner pour parler de ceux qu'ils ont réussi à vaincre. Mais là, l'émission d'aujourd'hui, on est concentré sur ceux qui le vivent présentement. Avant d'aller au téléphone, homme 28 ans. On est dans le contemporain, on se comprend? Mon démon de vie est ma mère. À mon enfance, j'ai eu la leucémie et cela ne l'a pas empêché de me battre, de me cracher dessus, de me séquestrer dans ma chambre des journées complètes. J'ai beaucoup de misère à m'ouvrir aux autres aujourd'hui. Même ma conjointe avec qui je suis depuis 9 ans. Incroyable. C'est incroyable. 28 ans, ça veut dire que c'est sa mère, elle a quel âge, là, mettons 46, 50? Ben oui. On n'est pas dans le temps, là. C'est incroyable. Je trouve ça super triste. Un enfant qui est affligé par la leucémie qui se fait varger dessus. C'est criminel, ça, José. Cher auditeur, votre mère est une criminelle. Et un jour, ces femmes-là, ces mères-là, ces pères-là vont être amenés devant les tribunaux pour des crimes contre la personne. De la même façon que si vous frappez un adulte, vous allez être accusé de voie de fait.
ce sont des voies de fait. C'est criminel. Puis il y en a un maudit paquet au Québec. Et là, il n'y a pas seulement les Canadiens français, là, j'inclus les ethniques. Ça varge sur les enfants. On me rapporte, José, régulièrement, tellement de mauvais traitements, tellement de violence envers les enfants, j'en reviens pas. Ça, moi, ça me pompe. Ça me fâche. On va aller à Montérégie. On se promène beaucoup aujourd'hui, j'aime ça. On va parler avec Sylvain. Bonjour. Bonjour. Oui, Sylvain. bonjour Doc, bonjour José. Bonjour. Oui. Ça fait longtemps que je vous écoute, je pensais jamais d'appeler. Moi, mon démon, c'est le mal de vivre, j'ai 60 ans. J'ai tout eu dans la vie, j'ai tout essayé. Parce que j'étais un bébelleux, j'ai eu des skidoo, j'ai eu des motos, j'ai eu des 4 roues, j'ai eu des bateaux, puis c'est tout le temps le mal de vivre qui revient, puis c'est tout le temps... j'ai été en couple, ça fait 20 ans que je vis tout seul, j'ai tout le temps eu de la misère à fonctionner avec les autres, mais en affaires, j'ai super bien réussi, j'ai du cash plein poche, mais j'ai tout le temps l'impression qu'il me manque quelque chose de style, puis j'ai tout le temps l'impression d'être sur le bord d'un précipice, puis que je trouve la Parlez-nous de vie votre ennuyante au bout. sexualité. Parlez-nous de votre sexualité. Sexualité, de temps en temps, j'embarque sur des sites de rencontres, puis je suis pas un maniaque de coucher avec une avec l'autre. Moi, faut qu'il y ait comme une certaine attirance psychologique ou qu'il y ait le courant passe pour coucher avec quelqu'un, mais je veux dire, j'ai une sexualité avec une femme ça fait peut-être 7 mois, là, je veux dire, on se fréquente, on se voit assez régulièrement, c'est du sexe environ 2 fois par semaine, là, je veux dire, c'est correct, là, mais je rêve plus vraiment à la vie de couple. J'ai tout le temps, je me suis tout le temps dit que c'est ça qui me manquait dans ma vie, tu sais, mais ça n'a jamais fonctionné en couple. J'ai souvent fait des relations assez courtes, puis même là-dessus, je me tape sur la tête parce que je me dis souvent, ça a été de ma faute si ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, avec évidemment. Quand je pense à ma vie, j'ai pas tout le temps été correct avec les femmes que j'ai été, je pense, tout de suite. Racontez. J'ai tout le temps de me taper sur la tête, tu sais. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait de pas correct avec les femmes que vous avez fréquentées? Ben, une entre autres, que c'était dans mon livre, c'était une bonne femme, c'était une infirmière, puis tout ça, je veux dire. Puis, pour vous donner un exemple, je veux dire qu'elle tenait quand j'achète une maison avec elle, tout ça. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer d'aller vivre là. Puis je me suis t'en allé là un soir, puis le lendemain, je suis reparti chez nous, je veux dire. Puis, ben de la misère à m'impliquer et à m'investir avec une femme aussi. Oui, il est arrivé quoi? Alors, vous avez passé une nuit là. Pourquoi vous avez décrissé le lendemain matin? Oh, la chienne m'a pogné, je sais pas, je me sentais pas à ma place. Je sais pas pourquoi, la chienne vous a pogné. Pourquoi? Suite à quoi? Lâchez pas votre raisonnement. Allez au fond de votre raisonnement. Peut-être avez-vous eu raison de vous en aller de là le lendemain matin? C'est pas parce qu'elle est infirmière que c'est nécessairement une bonne conjointe, là. Elle peut être une excellente. Ouais. Bon. Alors, infirmière, vous avez rien dit. C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là pour que le lendemain matin, vous pliez bagage? Vous sauvez? Ben, j'ai pas mal tout fait ça avec mes conjointes, je veux dire, de pas m'investir. Sylvain, on prend... Écoutez, regardez... On prend elle sur le fait, là, je veux dire, là. Ben, je sais, moi, je me suis dit, c'est comme... Je pense que je faisais ça pour y faire plaisir, je veux dire, puis le lendemain, c'était pas vraiment moins que... Je me sentais pas vraiment bien de m'en aller là, dans le fond. Sylvain? Oui. Problème facilement identifiable, vous n'êtes pas capable de réfléchir à votre situation. Vous n'êtes pas capable de réfléchir de façon calme et rigoureuse à votre situation, de regarder votre passé tel comme il a été tranquillement. Là, vous dompez ça en vrac, puis vous passez d'une affaire à l'autre, puis l'infirmière, puis les autres, pareil, puis... Hey, wow! Là, c'est vrai, je suis le même dans tout, c'est impulsif au bout, tu veux dire, puis c'est tout le temps sur des coups de toi, hein. Zéro réflexion, mon cher Sylvain. Zéro réflexion, ça veut dire incompréhension totale du passé. OK. Alors, quand ça vous tentera, allez-y tranquillement. On regarde le passé, puis on monte, mais tranquillement. Une affaire à la fois. Jusqu'à temps qu'on l'ait bien vu. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé tranquillement avec l'infirmière? Premier contact, l'histoire d'aller passer une nuit là, le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé le soir, la nuit, le matin? Tu sais, ça c'est une situation.
Ouais, On OK, prend un autre, toutes les situations puis on fait- peuvent être comme ça. Bon, puis on en prend une. À un moment donné, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Vous allez détecter des points communs. Tu dis, tiens, avec celle-là, j'ai fait ça, avec l'autre, j'ai fait telle affaire. Mais gardons ça, il y a des choses en commun entre les deux. Tranquillement, on remonte. Puis on fait le même exercice avec vos géniteurs. On les regarde tranquillement comme ils ont été. Oui. Mais j'ai fait beaucoup d'inspections parce que j'ai fait Alcoolique Anonyme longtemps aussi, je veux dire. Puis Non, Alcoolique Anonyme, c'est un mouvement d'entraide, Sylvain. C'est pas un mouvement introspectif. Il se passe à peu près zéro. Je vous l'ai dit. L'inventaire de ta vie, là. Ben oui, l'inventaire de votre vie, l'inventaire du magasin. Voyons, l'inventaire du magasin. On regarde ce qu'il y a sur Internet. Ouais. On doit se quitter là-dessus, Sylvain. Pardon? J'ai dit, on doit se quitter là-dessus, malheureusement. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui. On va aller à la pause là-dessus. Et juste avant, rapidement, on a ici un homme, lui, son démon, l'homme de 35 ans. Il dit, ma réputation est mon démon, je suis un homme à femme. Ah, ça après mauvaise. Ça, là, c'est horrible comme problème. Un homme hétéro, un homme blanc hétéro, imagine 35 ans. Catastrophe. Je le comprends. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, j'en ai une bonne pour vous faire plaisir, là. Oui. Mon fichu démon. Mon garçon de 10 ans dort encore avec ma femme. 3e de la famille et le dernier. Bon. José, épidémique. Là, la question que je pose ce matin, y a-tu des garçons de 10 ans qui dorment pas avec le maire lorsque les couples sont séparés? Je suis rendu là. Ben, moi, ça me surprend. 11 ans, 12 ans, dorment avec le maire. Ça me surprend. Font la sieste avec leur mère. Ça. Voyons. Ben oui, c'est monnaie courante à l'heure actuelle. Et c'est rien. Quel est le pourcentage des pères au Québec qui ont une fille de 10-11 ans qui ne dorment pas dans le même lit? Soit à la maison lorsqu'ils l'ont, ou en voyage. C'est rendu qu'on va se demander ceux qui le font pas. C'est embarrassant. Ouais. Comportement tribal, primitif, pulsionnel, instinctif. Taré. Ouais. Donc, on s'en va à Sherbrooke. On va parler avec Chantal. Bonjour. Oui, bonjour. Félicitations Chantal. pour votre émission. Merci. Moi, j'appelle pour mon démon, dans le fond, c'est la dépression, la déprime et l'anxiété que je combats à chaque jour. Là. Oui. Pour faire une histoire courte, il y a 17 ans, j'ai été hospitalisée pour une dépression majeure, donc je suis médicamentée depuis tout ce temps-là. Et puis, ça avait été pendant 14 ans quand même bien, mais depuis 3 ans, j'ai perdu conjoint, emploi et maison dans le même temps. Puis depuis ce temps-là, je suis pas capable, dû à une séparation, là, mon conjoint, dans le fond, ça marchait plus pour lui. Puis moi, j'avais une garderie en milieu familial chez moi. J'avais pas les moyens de garder la maison toute seule, donc j'ai dû fermer mon service de garde. Je perdais mon conjoint, mon service de garde, puis c'est lui qui a gardé la maison. Donc, je perdais ces 3 choses-là en même temps. Puis, depuis ce temps-là, j'ai de la misère à tenir pied. J'ai de la misère à avoir confiance en moi. Oui. Quel âge avez-vous, Chantal? 50 ans. 50? Oui. Oui. On appelle ça une perte objectale avec un O majuscule colossale. Autrement dit, avez-vous des enfants? J'en ai 2. Oui, j'ai 2 enfants. D'eux. Oui, ils ont quel âge? J'ai ma grande fille qui a 29 ans. J'ai 2 petits-enfants, elle. Oui. Puis j'ai mon fils de 23 ans qui lui aussi fait de l'anxiété. Je veux dire, je pense que chez nous, c'est un peu héréditaire. Moi, ma grand-mère en faisait. Donc, mon médecin, mon psychiatre dit que c'est pas mal génétique dans mon cas. Puis, c'est sûr que je trouve ça triste que mon fils en fasse. Attendez un peu. Il n'est pas trop vite, là. Oui. Il n'est pas trop vite, Chantal. D'accord.
Psychiatre vous dit que c'est génétique. Alors, c'est à cause de votre génétique que votre conjoint vous a planté là, puis que vous avez tout perdu, puis qu'il a gardé à la maison. Non. J'ai jamais su la vraie raison. Là. Je pense que c'était tanné de notre relation, point, là. Parce qu'à ce moment-là, je filais pas comme je file aujourd'hui, là. C'est depuis cet événement-là que je suis... En quel honneur que le gars levé feutre? Ça m'intéresse, ça. Parce que là, vous n'étiez pas déprimée et anxieuse à l'époque, n'est-ce pas? C'est ça que vous nous dites, il y a 3 ans? Non. En quel honneur que levé feutre, puis lève les feutres, puis abandonne le bateau? Ben, j'ai jamais su vraiment la vraie raison. C'est dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il m'aimait plus, là. Chantal. Oui. C'était quoi ma question? C'est pourquoi que lui a levé les feutres? Oui. Hey, vous avez 50 ans, je parle pas à une jeune fille de 12 ans, là. 50. Non, hey, je comprends. on se fait aller. Lâchez-moi la génétique, là. Vous n'êtes pas stupide. Vous aviez un service de garde. Oui. On allume. On allume. En quel honneur qu'on n'est pas plus allumé que ça, Chantal? Non, mais j'imagine que c'était pour rencontrer quelqu'un d'autre, là. Chantal, en quel honneur qu'on n'est pas plus allumé que ça? Je sais pas, je comprends pas votre question. En quel honneur qu'on n'est pas plus allumé que ça? Qu'on regarde pas sa vie. On regarde pas aller sa vie. J'aurais probablement fait de quoi de pas correct. Occupant. Non. En quel honneur que vous ne vous regardez pas vivre? Ceux qui se regardent vivre, là, ils ont une bonne idée de ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe. En quel honneur que vous aviez un bandeau sur les yeux? Qui vous a mis un bandeau sur les yeux, vous? Je me suis peut-être moi-même mis un bandeau sur les yeux, puis j'ai pas vu les choses. C'est sûr. Vous savez, les enfants, là, on les élève, puis à un moment donné, ils prennent un bandeau, puis ils se mettent ça sur les yeux. Hein? C'est votre expérience avec vos 2 enfants. N'est-ce pas? Oui. Non, les enfants font pas ça. Il n'y a pas d'enfants. On met des bandeaux sur les yeux d'enfants. Les enfants ne le font pas. Les enfants, ils veulent voir. OK, d'accord. Qui vous a mis un bandeau sur les yeux? C'est probablement moi. Qui voulez-vous sauver? Qui voulez-vous à ce point protéger? Qui essayez-vous de protéger? Personne. C'est que j'ai jamais pu comprendre. J'ai jamais eu d'explication véridique suite à ma séparation. J'ai jamais vu les choses venir, probablement parce que j'ai... Est-ce qu'il est possible qu'il y avait un problème qui existait avant la séparation? Non, la seule chose, c'est que c'est lui, avant la séparation, qui a fait une dépression puis de l'anxiété. Pendant un an de temps, là, je l'ai aidé à se relever et tout, puis c'est quand ça a été mieux qu'il a pris la décision de s'en aller. Non, Chantal, regardez. Oui. C'est comme si votre vie avait commencé après la séparation. Il y avait des problèmes qui existaient probablement de très longue date, Chantal. OK. Et c'est là que vous avez fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre d'enfance avez-vous eu? Quel genre de vie avez-vous eu avant votre conjoint? Quelle sorte d'enfance que j'ai eu? Moi, ma mère, elle nous occupait, elle nous a laissés, dans le fond, là, quand j'avais 3 ans. Pardon? Comment? Votre mère? Ma mère nous a laissés quand j'avais 3 ans. Bon. Pour elle nous a restés avec mon père. Oui. On est restés avec mon père. Oui. Vous êtes venu pour dire quelque chose. Ma mère nous a laissés quand j'avais 3 ans pour... pour un autre homme. Mais non. Chantal, puis, quoi penser d'une femme qui abandonne ses enfants pour un homme? Quoi penser de cette femme-là? J'en ai voulu longtemps, là. Chantal, question. Quoi penser d'une mère qui laisse sa petite puce de 3 ans dans le décor pour un homme? Mais c'est vraiment horrible. On appelle ça une tragédie. Une tragédie traumatisante. Solide.
Eh oui. Le problème, il est là. Laissez l'ex tranquille. Puis la génétique. Puis, votre psychiatre aura eu avantage à faire un peu comme moi. Prendre 10 minutes puis vous écouter. Prochaine fois, suggérez-lui. Hein? D'accord. Comprenez-vous? D'où vient le bandeau? Vous avez passé votre vie à vous nier une réalité d'une douleur cuisante. Il y a des femmes, il y a des mères qui peuvent être assez sans cœur pour abandonner des petites puces de 3 ans dans le décor, pour supposément aller s'envoyer en l'air avec un homme. Aïe aïe! Ouais, je comprends tout ça. Puis, je veux dire, j'ai fait le cheminement requis. Je veux dire, j'ai passé par-dessus. Aujourd'hui, là, vraiment, elle est cachée dans un fait. Qu'est-ce que vous dites là? J'ai passé par-dessus. On peut pas passer par-dessus ça. Ben, mettons que j'ai pardonné. Oh, Chantal. Votre psychiatre aura avantage à vous écouter. Alors, parlez-lui de ça la prochaine fois, là, puis pardonner. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Chantal, pas sérieux, là. Dans votre cas, une tragédie traumatisante, fuck le pardon, là. Puis si je peux me permettre, il n'y a pas de mère qui fait ça qui mérite d'être pardonné. Ben voyons. Voyons. Hey, on va faire en sorte que rien n'était arrivé. Tu m'as laissé tomber pour un homme pour aller t'envoyer, pour aller jouir sexuellement. Ouais. Chantal, alors que j'avais 3 ans. Merci, on doit se quitter. Merci. Bonne chance, Chantal. Allez, on brasse la soupe. Ah, c'est le comble de l'ignominie, ça, hein? Une mère qui abandonne sa petite fille de 3 ans. C'est ce qui complète notre semaine. Oui, elle avait besoin de jouir. C'est tellement triste. Hey, merci, Doc, pour notre belle semaine. Merci beaucoup, Benjamin. Et vous, les auditeurs, bien sûr. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bye-bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.